Allez-y. Eh bien, on y va. Eh bien, voilà, donc Erev Tov à tout le monde, hein, comme vous le savez, je me suis permis de m'absenter 2 semaines consécutives pour de bonnes raisons, Baruch Hashem. En particulier, nous avons fait donc un halodon. Il fallait renflouer les caisses du Kollel pour pouvoir assumer les bourses que nous octroyons. Et donc, ça prend du temps d'investissement. Et puis, tout de suite, a été suivi par un voyage pré-Yuchvat. Pré-Yuchvat, et bah, au Hachem, nous avons une bonne idée parce que ceux qui y sont pour le vrai Yuchvat, il y a un temps calamiteux qui est prévu, on est à New York. Et donc, on est bien content d'y être allé une semaine avant, comme nous avons l'habitude d'ailleurs. Nous avons un grand groupe, hein, de notre Keïla qui voyage donc une semaine avant le Yuchvat Shel Rabbi pour renforcer notre attachement et pour reprendre des bonnes décisions, rebondir encore avec la bracha du Rabbi. Il y a eu Mamash, encore une fois, comme chaque année, des nissim extraordinaires pour beaucoup d'entre nous. Voilà donc, maintenant, on est de retour et on reprend donc notre cours de Torah. Et je vais commencer par un mot, comme d'habitude, un mot sur la paracha. C'est la paracha que nous venons de passer. Bon, ensuite, Béchalach par haut. Donc, Beau, on voit une particularité, c'est elle qui contient première mitzvah de la Torah. Achodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Et sur place, Rashi nous rapporte, bon, c'est le premier Rashi, de Bereshit, vous connaissez, Amar Abitrak, Lo Ayatzrech Elatril, il n'aurait pas fallu que la Torah commence par le récit de Bereshit, mais tout simplement par la bar mitzvah, parce que la Torah, c'est un livre de mitzvot, c'est pas un livre d'histoire. Ça aurait dû commencer par Achodesh Hazelachem, chez une mitzvah Rishona, c'est la première mitzvah, chez Nitztavu Ba Israël, qui nous a été ordonnée par Hachem. Et nous dit Rabbi Trak, donc, que pour quelle raison la Torah commence par Bereshit? Mishum koach ma'asav yidlamo latet lahem nachalat goyim. Pour montrer la grandeur d'Hachem, c'est lui qui a donné Canaan et terre d'Eretz Israël aux nations et qui l'a repris pour l'octroyer au Kal Israël, le Olam Baed à jamais. Tout le monde connaît donc ce premier rachid de la Torah. Et la question qui se pose ici, c'est une autre question. Pas pourquoi la Torah ne commence pas par la mitzvah, mais Agoufa, pourquoi la première mitzvah, hein, c'est précisément le Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh, ça consiste à quoi? C'est une des Tariq Mitzvot. Toute personne qui voit le début de l'apparition de la Lune, après sa disparition, à la fin du mois, eh bien, une mitzvah de courir vers Yerushalayim, de telle sorte que le Bedin puisse prendre leur témoignage. Ils ont vu, on fait toute une enquête, vous êtes sûr d'avoir vu la Lune, etc. Et donc, quand il y a des témoins qui ont témoigné qu'ils ont vu la Lune, au petit matin, les sages Chachamim proclamaient Mekoudash, Mekoudash, ce mois-ci les Mekoudash, et donc, à partir du moment où ils étaient Mekadesh le jour, le Chodesh, eh bien, c'était le début du mois. Parfois, lorsque les témoins ne venaient pas, eh bien, le mois précédent avait 30 jours. Quand ils venaient suffisamment tôt, eh bien, le 30e jour du mois précédent, c'était le premier jour du mois suivant. Donc, c'est cette sanctification du mois qui permettait de déterminer la date du mois et donc la date des Chagim. Imaginons par exemple qu'il y ait une erreur dans la fixation du mois. Alors, Yom Kippour peut être, qui est le 10 du mois du Tishri, peut être un autre jour, le 9 ou le 11. Ça peut être catastrophique. Donc, vous voyez que la sanctification par les témoins, c'est quelque chose d'essentiel, puisque ça permet de fixer, de mettre une doucha, une sainteté dans nos fêtes. Et c'est l'homme, le Beddin, après la réception des témoignages, qui déclare ces jours. Ce jour, il est saint, et ni la veille, ni le lendemain. Ça, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi celle-là? Il y a Tzitzit, il y a Tfilin, il y a Shabbat, il y a Yom Tov, il y a le Shofar, il y a beaucoup, beaucoup de mitzvot dans la Torah. Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, quelle est la particularité de la mitzvah de Kiddush HaChodesh, il faut revenir au Shoresh.
à la base de, des explications chassidiques sur le pourquoi de la création du monde. Ça monte très haut. Le Midrash Tanchuma nous dit chez Kavanah Akash l'intention de Akash dans la création du monde, c'est quoi? Nit ave Akash liotlo dirabat artonim. Hachem a une envie, on ne s'attarde pas sur ce que ça veut dire qu'Hachem a une envie. Il a eu une tava, sur ce qu'on n'explique pas. Sur une tava, si on a une envie, on ne pose pas de questions. D'avoir une dirabat artonim. Qu'est-ce que ça veut dire une résidence dans le monde ici-bas? Ça veut dire qu'il a voulu que le ratzon d'Hachem, ou chez Kdushato Yitbarach Tishre, Tishkon Bolamazé Agashmi. Dieu a voulu que dans les choses les plus matérielles, la pierre, les animaux, les végétaux, qui apparemment, à nos yeux, ne contiennent pas une Kedusha spéciale, une divinité spéciale, et bien que Akash a voulu descendre, s'habiller dans les choses les plus basses du monde, les choses matérielles du monde. Et comment? Par les mitzvot, bien sûr, par les commandements divins. Prenons un exemple, les tefilines. Les tefilines, c'est d'abord l'écriture des tefilines. Il faut l'obtention de l'encre, il faut une plume, il faut un claf, des parchemins. On écrit sur les parchemins. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a pris des éléments matériels, gashmis du monde, qui ne ressentent pas du tout le divin du monde, et on a fait un objet de mitzvah. On met ça sur le bras, on met ça sur la tête, et on s'attache à Dieu. Les charvettes à lèvres et à moire, pour soumettre à Dieu notre cœur et notre moire, notre intelligence, notre cerveau, nos sentiments et notre réflexion, notre intelligence. Ça, c'est la volonté divine. Bien sûr, tout ça demande beaucoup de réflexion, mais de manière très, très succincte, on rappelle donc, la volonté divine, c'est de descendre dans les choses les plus gashmi, les plus matérielles. Or, le monde, matérialité du monde, c'est quoi? Pas besoin de faire référence à Einstein pour dire que le monde, c'est l'espace et le temps. Longueur, largeur, hauteur, c'est l'espace, et le temps qui avance. C'est le makom et le zman. Et donc, Akash Baruch Hu a souhaité que sa kedusha, sa sainteté, le côté divin, le or, il s'habille, il descend dans la conception du monde la plus matérielle. Or, nous disent nos sages que le temps a été créé avant l'espace. Donc le temps, c'est la première création gashmi, si on peut dire. Je conçois que c'est difficile à concevoir, les philosophes discutent, réfléchissent beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire le temps? Le temps n'existe que parce qu'il y a des éléments qui avancent, et donc ça, on sent qu'il y a le temps qui avance, mais on s'imagine que s'il n'y a pas d'espace, qu'est-ce que ça veut dire le temps? On a l'impression que tout est figé. Bon, c'est un autre sujet, n'en reste pas moins que, alors, j'arrive donc à la réponse définitive, que la création de la première mitzvah, à savoir Kiddush HaChodesh, c'est donner à l'homme, aux juifs, la possibilité d'agir, d'impacter le monde matériel. Le monde matériel, d'abord, c'est le temps. Ensuite, c'est l'espace. Donc, le fait que les témoins aient témoigné au Beth Amikdash et que les Dayanim déclarent que tel jour, c'est le premier jour du mois, et grâce à ce calendrier, on va pouvoir faire les fêtes, on va pouvoir sonner du chauffard au Shashana, on va pouvoir jeûner à Yom Kippour, on va pouvoir être dans la soukha le 15 Tishrei pour Sukkot, et ainsi de suite. Donc c'est ça la particularité de cette première mitzvah. Kiddush HaChodesh, c'est montrer que l'homme peut amener le monde à son but initial, à savoir faire en sorte que Dieu descende dans les parties les plus gashmi, les plus matérielles du monde. Le temps d'abord, puis l'espace. Donc proclamer le temps, c'est montrer comment le juif est maître du temps. C'est nous qui décidons telle fête et telle fête. Par nos déclarations, par cette mitzvah de Kiddush HaChodesh, donc on montre que Dieu il descend dans le temps. Donc c'est la fameuse Dirabat Artonin, la fameuse maison ici-bas où Dieu peut s'habiller. Alors vous allez me dire, pour le ressentir, il faut beaucoup travailler, faire beaucoup de mitzvot, etc., etc. Mais le but, c'est cela.
c'est par le raffinement personnel, par l'étude, par la prière, etc., par le rapport avec autrui, eh bien, tout cela fait qu'on ressent de plus en plus que le monde matériel, qui a l'air très, très, très gashmi, la pierre, c'est de la pierre, le bois, c'est du bois, eh bien, il est habillé, il est animé par une force divine, et c'est ça que Hachem il veut. Voilà. Quelques mots d'une sikha, on va dire, pleine de concepts chassidiques. C'est une petite préparation donc à Yud Shvat, notre attachement à notre rabbi. Donc, il nous a demandé de vivre avec ça, avec la chassidoute, avec le darka chassidim, donc la chassidoute. Vivre dans cette Yirat Shamayim où on sent que je pourrais habite le monde, dans tous les endroits du monde, matériel, spirituel, partout. Voilà. Revenons maintenant à nos halachot. Donc, nous avons repris cette année donc, le cycle des melachot de Shabbat. Puis, avec des petites parenthèses de temps en temps, je me suis permis de donner un shiur, si vous vous rappelez, sur Bassa Bechalav, la viande, le poulet, etc., dont on parle beaucoup de choses. Nous revenons donc au melachot de Shabbat. D'abord, avant de venir au melachot de Shabbat, je vais me permettre de vous donner quelques questions qui m'ont été soumises. Toujours intéressant de poser des questions parce que ce sont des questions qui nous permettent de nous rappeler les grands principes. Alors, Ouais. Ah, première question qui m'a été soumise est la suivante, et ça c'est déjà l'occasion de vous faire une chazara, une petite révision sur certains yesodot. Une personne est invitée dans un repas, disons, et il a constaté que toute la nourriture était dans des réfrigérateurs, et donc que tout le repas qui a été servi était dans le réfrigérateur et qui a été ouvert ce réfrigérateur par une personne, un juif, et qui savait très bien que les lampes n'avaient pas été retirées du réfrigérateur. Donc ça veut dire qu'il a ouvert le frigo et il a transgressé l'interdiction d'allumer des lumières. Bémézide, s'il vous plaît. Pas par inadvertance, mais sciemment, en le sachant. Est-ce qu'il avait le droit, prenez la question, est-ce qu'il avait le droit de manger ce repas? Cette question me permet donc de remuer certains principes qu'on a évoqués déjà à de nombreuses reprises. Quel est le din lorsque un juif fait une avéra transgresse Shabbat? Est-ce qu'on peut profiter? Ana'a mimelechet Shabbat. Profiter d'une melacha de Shabbat. Nous avions dit, si vous vous rappelez, que si un juif transgresse un Issour Shabbat, Bémézid, volontairement, c'est évidemment interdit d'en profiter. Il a cuit volontairement quelque chose, il a chauffé de l'eau volontairement, on ne boit pas de cette eau. Et nous tenons aussi que même Béchogeg, une personne, il a cuit quelque chose Béchogeg, par exemple, il a mis un sachet de thé dans Kelerichon, ou bien il a été boire quelque chose sans savoir, il a allumé une lumière, il a allumé une bougie, par inadvertance, il n'a pas vu l'heure, et finalement c'était Shabbat, il a allumé une bougie. Eh bien, Chachamim ont été gozer que même que la Vera a été faite Béchogeg, par inadvertance, on n'a pas le droit d'en profiter. Ils ont égalisé en fait la Avera, l'interdit par inadvertance, à l'interdit sciemment, en sachant. Bémézi. Ça, c'est si nous avons transgressé un Issour de la Torah. Quel sera le din si on transgresse un Issour des Rabbanan? Alors là, il y a une différence, je vais vous donner un ou deux exemples. Il y a une différence entre transgression de Bézid et une transgression Béchogeg. Je dis bien des Rabbanan. C'est pas qu'il a allumé une bougie. Allumer une bougie, c'est Badaï de la Torah, c'est pas qu'il a cuit quelque chose. Mais prenons un exemple, un Issour des Rabbanan, il a porté pendant Shabbat. Comment est-ce qu'on peut bien apporter? Vous arrivez à la choule Shabbat matin, vous mettez la main dans la poche et il y a un mouchoir. Vous ne saviez pas, donc vous avez porté le mouchoir Péchogeg. Eh bien, nos sages disent que
Bon, comme tout, comme dans tous les cas, il y a beaucoup de discussions, mais l'Halakha a retenu que si on fait un Issour Derabanan Beshogeg, Bediavan, a posteriori, on peut profiter. Si on a fait Bémézid, on ne peut pas profiter. Prenons l'exemple. Une personne a la clé de la choule. Le matin, il se lève et il sait que c'est interdit, mais quand même, il tient absolument à ouvrir une heure avant, une heure ou deux avant que la Keïla, que le Tibour il arrive. Il veut venir plus tôt. Voilà. C'est comme ça dans sa tête. Il a du mal à digérer, à assimiler l'interdiction de porter. Donc il a une clé, il rentre. Donc il a fait un histoire de Rabbanan Bémézid. On ne peut pas profiter, on ne peut pas rentrer à la choule. Il faudra attendre que une personne, une heure ou deux heures plus tard, vienne avec une clé autour de la taille, de manière permise, auquel cas on ferme la porte, on la roule. Voilà. Bémézid. Par contre, Béchogeg, une personne l'a porté, comme j'ai dit, Béchogeg, il s'est retrouvé avec un bonbon dans la poche, ou un mouchoir, ou autre chose. Il a porté de chez jusqu'à la choule. C'est en général une histoire de rabanane. Parce que nous tenons qu'en général, dans la grosse majorité des cas, dans les petits villages, dans les petits endroits comme ça, le fait de porter, c'est seulement mis des rabananes parce que ceci a un statut de carmélite. Ce n'est pas un réchout arabim. Pour que ce soit un réchout arabim, il faut que ce soit à Manhattan, sur les Champs-Élysées, dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, tout simple. Donc Bémézid, j'ai pas aucune permission. Donc la personne me dit, apparemment, moi j'ai appris que si une personne a fait un Issour Bémézid, donc il a ouvert le frigo Bémézid, sciemment, je ne peux pas profiter parce que grâce à la Vera qu'il a faite, il a allumé la lumière, ben, il a sorti la nourriture. Donc je ne peux pas en profiter. Apparemment. Mais c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? Alors c'est là comme un point intéressant, c'est que finalement, si on réfléchit bien, le fait que la lumière de l'ampoule s'allume dans le frigo et le fait qu'on ouvre la porte, c'est vrai que c'est lié par des fils électriques. Mais en général, le fil électrique, c'est une interdiction, c'est d'allumer, etc. Et profiter de la lumière, c'est s'éclairer avec la lumière. En général, c'est pas l'électricité qui, la conséquence de l'électricité qui vous permet de manger. En l'occurrence, bon, l'électricité allume une lumière, mais c'est complètement déconnecté avec le fait que je profite de cette nourriture. Avec cette svara-là, on voit qu'il y a une. J'ai regardé un petit peu dans les grands poskim. Avant Urbach, il dit que si on ouvre le frigo, on n'a pas le droit de prendre dedans. Par contre, Rabbi Hachim dit que oui, on a le droit, étant donné que finalement, on ne fait qu'enlever une barrière qui avait derrière. Rien à voir avec la mlacha, l'interdiction d'allumer. Il y avait une barrière devant la nourriture, il y avait la porte. Ben, c'est vrai qu'elle a été enlevée avec le issour d'un allumage, certes, mais il appelle ça Messirat Amonéa. Quelque chose qui empêchait, il enlève la chose qui empêche. Mais c'est pas un profit direct de la mlacha d'allumer, indépendant. Tout ça, c'est pour aller chercher la nourriture dans le frigo. Par contre, ils sont les deux d'accord, c'est le point intéressant, et je vais finir avec cette halakha. C'est un peu long, mais c'est une occasion pour moi de réviser ces notions. Il dit ici, la personne a sorti déjà, elle n'est plus dans le frigo, elle est dans la cuisine ou à la maison, cette nourriture. Donc, elle s'est complètement déconnectée de la Havera qui a été faite par le fait qu'on ait allumé l'ampoule du frigo. On a le droit d'en profiter. Donc, Mascana, conclusion de ça, c'est une halakha intéressante. Euh, si vous êtes dans un endroit, bien sûr, j'ai bien dit que la cache-route est au-delà de tout soupçon, etc. Mais bon, ça a été mis dans un réfrigérateur, dans un endroit où la personne qui va le sortir de là-bas va faire la avéra d'allumer la lumière, quoi, d'ouvrir la porte et donc d'engendrer l'allumage. Eh bien, si il continue et il sort toute la nourriture, on considère que le fait de profiter de cette nourriture est déconnecté, est indépendant de la avéra d'avoir allumé l'ampoule. Donc, retenez, ça peut parfois être intéressant. Et si on va aller encore au bout de l'idée, euh, ça je m'engage déjà, mais c'est très intéressant, c'est que d'après la soirée de Rav Eliashiv, il ressort que si un jour, pour rentrer dans un immeuble, il faut appuyer sur un bouton pour que la porte s'ouvre, il ressortirait de cela que d'après Rav Eliashiv, on pourrait passer après lui.
bien qu'il a fait Bémézide, alors que Rav Auerbach interdit. Pour ça, c'est une là qui est souvent demandée. On attend quelqu'un. Si c'est un goy qui ouvre, alors il n'y a aucun problème. Un goy, il ouvre la porte, on passe après lui. La là c'est qu'on sait qu'il y a des juifs, malheureusement, non encore Shomrei Shabbat, et qui passent une certaine heure. En cas de besoin, d'urgence, eh bien, on pourrait passer après lui. Et c'est même un chidouche, hein, parce que cette personne, il sait que c'est interdit et tout, il le fait quand même. Voilà. Ça, c'est la première petite révision que je voulais vous faire. Donc, on a brassé beaucoup d'alakhot comme ça, mais bon, Chazorba, Chazorba qui coule là-bas. Hein. Il Chot Shabbat, il faut tout répéter pour donner un vrai Shomer Shabbat. Une deuxième halakha qui a été d'actualité aussi, avant de reprendre, je vais reprendre le cycle après, Tochen, etc., toutes les méthodes, Borer, Tochen, etc. Alors là, c'est presque une devinette ce que je vais vous demander. Presque une devinette. Euh, j'ai vu une personne qui a ouvert une grosse boîte de thon, plein d'huile, et il a eu la bonne idée de verser tout ça dans une passoire. Donc l'huile s'est échappée. J'ai dit à cette personne, attention, il y a peut-être un problème de borer. Alors il me demande pourquoi peut-être. J'ai déjà fait ça. Je lui dis, ah, tu as fait avec deux boîtes. La devinette, elle commence. Quand tu as vidé la première boîte de thon avec plein d'huile dans la passoire, la première, c'était à sourd. La deuxième, tu as pris une deuxième boîte de thon, dans le deuxième passoire, c'était permis. Ah, il m'a pas compris, le monsieur, il m'a dit, ça veut dire, pourquoi il suit, non, d'abord, quel est le problème? Le problème, c'est que lorsque on enlève l'huile, on passe sur une passoire, c'est pour se débarrasser de l'huile. Donc, on sépare l'huile du thon. C'est c'est l'interdiction de borer. Et en l'occurrence, on utilise un ustensile réservé à borer. Et je vous rappelle, on a vu à de nombreuses reprises, que pour pouvoir payer de manière permise Shabbat, il faut répondre aux fameuses trois conditions que je répète. Beyad, miyad, ochel, mitoch obsolète. Beyad, avec la main et pas avec un ustensile. Miyad, tout de suite, consommer la chose. On considère qu'une demi-heure après, c'est bon. Maximum une demi-heure. Et prendre le bon du mauvais. Ochel, mitoch obsolète. Bon, ça, je sais que vous connaissez. En l'occurrence, elle a utilisé une passoire. Donc, c'est bon. Alors, comment se fait-il que, donc je prends la devinette, comment se fait-il que, une fois le fait d'avoir versé toute la bouteille dans une passoire, c'était permis, et une fois, c'était interdit? Maïshna Zemizé. Quelle différence entre cela et cela? Alors, je vais vous donner la réponse et puis je vais vous écouter avant de prendre une autre médacha. Je vais donner la réponse. Si quelqu'un a une réponse, hein, je suis prêt à l'écouter, mais la devinette, elle est là. C'est que dans la Hagdara, dans le statut de la Mlacha de Borer, on statue qu'il y a l'interdiction de Borer si les éléments que l'on éborer, si les éléments que l'on trie, sont, dit le mot-clé, mais urabim, mélangés. Trier, c'est faire le contraire de mélanger, c'est démélanger, contraire de mélanger. Mais des éléments qui ne sont pas mélangés, aucun problème de borer. Imaginons que j'ai devant moi, allez, prenons des gains, des cacahuètes à 10 cm, hein, des cacahuètes, 10 cm plus loin, j'ai des amandes, 10 cm plus loin, j'ai des raisins secs, 10 cm plus loin, j'ai des pistaches. Les groupes ne sont pas mélangés. Donc, il n'y aura aucun problème de prendre des pistaches, les mettre dans un endroit, les amandes dans un endroit, les raisins secs dans un troisième endroit. Je ne ferai rien. Les groupes étaient déjà distincts l'un de l'autre, disons à 10 cm l'un de l'autre. Par contre, si l'ensemble de ces fruits secs étaient dans le même ustensile, dans le même ravier, et que je veux enlever les raisins secs parce que les enfants n'aiment pas, ou j'ai envie d'en faire voilà, des petits raviers distincts avec chacun des fruits secs distincts.
Un d'amande, un de cacahuète, un de pistache, un d'amande, etc., etc. Là, c'est du borer. Troisièmement, je suis borer. Bon, c'est d'abord pas chou ce que je dis, mais c'est bon de rappeler ce principe. Eh bien, d'après ce principe que trier n'existe que dans des éléments qui sont me'uravim, mélangés, ça veut dire que quand il y a des éléments qui ne sont pas considérés comme mélangés, il n'y a pas d'interdiction de borer. Eh bien, nos chachamim disent, quand on a un corps pas liquide, un solide, qui a la grosseur, on va dire, d'une grosse olive, d'un petit œuf, qui est plongé dans un bouillon, le bouillon et l'œuf, étant des éléments éminemment distincts, hein, c'est liquide, l'autre c'est solide, ne sont pas considérés comme mélangés. C'est pas considéré comme mélangé. Donc, séparer l'œuf du bouillon n'est pas interdit. Si vous avez un gros bouillon, Shabbat, et dans le bouillon, vous avez des gros morceaux de viande, des grosses pommes de terre, etc., et vous avez envie de les enlever, c'est fait que les enfants n'aiment pas ça, vous les enlevez du bouillon. Bien sûr, si je prends la pomme de terre pour la manger, je prends le bon du mauvais, c'est permis. Mais là, je ne l'enlève pas pour le manger, je l'enlève pour m'en débarrasser. J'enlève le mauvais. Mais c'est permis. Pourquoi? Parce que l'œuf n'est pas considéré comme mélangé avec le bouillon dans lequel il est plongé. N'étant pas mélangé, il n'y a pas boire. Voilà. Ça, c'est encore une fois une petite rasara rapide de principes fondamentaux des melachot. Revenons maintenant à notre là. La personne qui vide sa boîte de thon à l'huile dans une passoire, premier cas permis, deuxième cas interdit. Alors, certains élèves ont trouvé la réponse. On dit, ah, d'après ce principe que quand un élément est gros, il n'est pas mélangé avec le liquide dans lequel il est plongé, nous allons dire que dans les deux boîtes, il y avait du thon et du thon. Un, c'était, alors réponse, des miettes de thon, des petits morceaux de thon. L'autre, c'était vraiment un carré de thon énorme, un bloc. Le bloc, comme dans beaucoup de boîtes, hein, d'ailleurs c'est marqué dessus, une miette de thon, c'est moins cher d'ailleurs. Là, du thon entier. Et, enfin, des grosses tranches comme ça qui ont été coupées, mais c'est un bloc, un gouche. Ce gouche de thon n'est pas considéré comme mélangé avec l'huile dans laquelle il est plongé. Donc le séparer n'est pas interdit. Et même que je le sépare grâce à un ustensile de boraire comme la passoire, malgré tout, il n'y a pas de mélange, donc il n'y a pas de tri. Donc je peux vider ma boîte de thon dans la passoire, et la passoire fait son travail de séparer, mais c'est pas boraire. Parce que l'huile et le gros morceau de thon ne sont pas mélangés. Par contre, dans la boîte de miettes de thon, des miettes de thon, c'est tout morceau de thon. Alors, dans les petits morceaux, c'est oui mélangé avec l'eau. Ça, c'est une halakha que vous connaissez tous. Quand il y a une mouche qui tombe dans un liquide, on n'a pas le droit d'enlever la mouche. Il faut l'enlever avec du liquide. Enfin, pas revenir sur ça, mais un petit élément, un petit poids, une petite saleté, un petit peu de liège de, de la bouteille de vin qui tombe dans votre verre de qui-douche, bon, on n'a pas le droit de l'enlever de manière normale, quoi. Il faut le faire avec les permissions. On verra comment. Mais les petits morceaux de saleté qui tombent dans un verre de liquide, il est meourab, il est mélangé, donc c'est interdit de l'enlever. S'il est petit, donc les miettes de thon qui sont petites sont mélangées avec l'huile dans laquelle plonger. Donc le fait de les mettre dans la passoire et que la passoire fasse son job de séparer les deux éléments, il sépare deux éléments qui sont considérés comme mélangés, mais ouravim. Donc, j'ai transgressé l'interdiction de boire. C'est un peu pélé, mais c'est intéressant. Hein, j'ai une manière de, voilà, sur des exemples concrets, à réaliser et à réviser donc nos principes. Allez, on va se donner quelques minutes de questions. Est-ce que certains ont des questions sur les deux questions qui m'ont été soumises? La porte du frigo. Bonsoir, Rav. Alors, ça Bonsoir. voudrait dire que quand on a servi des enfants, par exemple, et qu'il y a, vous savez, il y a des petites feuilles de céleri ou des petites choses qu'ils n'aiment pas dans leur assiette, alors on pourrait prendre simplement le céleri, le soulever, le retirer, sans avoir besoin de prendre quelque chose de bon avec. On peut enlever. Si le morceau de céleri est gros comme un petit œuf ou comme une grosse olive, on est d'accord.
Oui, mais pourquoi vous avez dit ça? Parce qu'en fait, vous aviez expliqué que il était nécessaire de prendre quelque chose. Oui, c'est ça, d'accord. Quelque chose Voilà. de visible et de distinct. D'accord. Oui, voilà. Donc, on n'a C'est-à-dire, pas besoin d'enlever pour une votre cuillère de question, couscous en même temps, par exemple. voilà, pour répondre à votre question, si l'élément, votre céleri, c'est un petit morceau, Oui, ou des feuilles, ou oui. il est considéré comme mélangé. Donc, il faut appliquer les principes connus, le prendre avec un peu de bon. Mais si maintenant, c'est ça le ridouche que je viens de dire ce soir, que je viens de répéter ce soir, c'est que si le morceau il est gros, il Mhm. du bouillon, il n'est pas considéré comme mélangé avec le bouillon, il n'y a aucun problème de les séparer. Aucun, j'ai pas besoin de prendre avec du bouillon, exactement. D'accord, mais en principe, les feuilles, elles sont pas toujours distinctes. Ou... Oui, ça dépend du morceau, d'accord. Ça dépend de la grosseur. En général, C'est une image qui m'est venue comme ça maintenant, un exemple, ouais, parce ah que oui, mais c'est très bien, c'est c'est comme ça bien. qu'on a. Mhm. C'est avec les exemples qu'on retient à la crotte, hein, sinon ça reste très théorique, bien sûr. D'accord, mais quand même, la passoire, en règle générale, Shabbat, c'est vrai C'est qu'on inter- on Ah, l'utilise pas. absolument, absolument, on est d'accord. Je vous ai trouvé un cas pour bien vous faire comprendre la chose, mais je vous donne un exemple. Allez, si vous posez la question, je vous donne un exemple. Mhm. Il y a une passoire. Vous voudriez, par exemple, enlever les pommes de terre, les grosses pommes de terre ou les morceaux de viande qui est dans le bouillon. Souvent, on Mhm. utilise un écumoire. Un écumoire, c'est une louche trouée. C'est On une peut passoire. pas. C'est une passoire, on est d'accord. Oui, mais on peut pas. On le fait pas. On ne le fait pas, mais alors maintenant, ce que j'ai ajouté aujourd'hui, c'est que si vous voulez, si vous désirez enlever des gros morceaux comme un œuf, vous avez le droit de le faire, comme la passoire. Et Oui, c'est mais moi, je le fais, mais je les prends avec la louche, justement pour prendre du bouillon avec. très bien, très bien. Comme ça, vous évitez tous les problèmes Ben et vous voilà, avec oui. du bon et tout. Mais aujourd'hui, j'ai ajouté quelque chose. Mhm. J'ai ajouté un critère que si vous voyez une personne qui prend un écumoire pour enlever les morceaux qui sont gros comme une grosse olive ou comme un œuf, il a Mhm. le droit d'utiliser donc cette passoire qui s'appelle écumoire. J'ajoute un petit peu, c'est un ridouche. Il faut bien. Par contre, c'est vrai que si maintenant, avec cet écumoire, je vais prendre des pois chiches, par exemple, ou des petits pois, alors ça sera interdit parce que les pois chiches et les petits pois, ils sont petits. Comme ils sont petits, ils sont considérés comme mélangés avec le liquide. Et donc, il y a boraire. Donc, l'ustensile est interdit. J'espère que c'est bien Eh, compris. Oui, oui, très bien. Voilà. Voilà. D'accord. Merci, Raph. Très Je bien. vous en prie. Autre question, allez-y. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Juste pour la première partie, là, le frigidaire. Si je loue un appartement et que la lumière, elle s'éteint pas dans le frigidaire et que j'ai absolument besoin du frigidaire, j'aurais pas besoin de me prendre la tête. C'est Ah, pas. oh que, oh que non, oh que non, oh que non, que vous allez vous prendre beaucoup, beaucoup la tête. Ah, Tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça vous fait bien de poser la question, qu'il n'y ait pas de confusion. Tout ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a un Mechalel Shabbat qui se permet de transgresser la chose. Et la question que j'ai soumise, c'est il a transgressé Bémézid, est-ce que Bediavad, a posteriori, j'ai le droit de profiter de ce qu'il a sorti? C'est ça la question. Mais c'est sûr que pour vous, il n'est pas question de le frigo. Par contre, vous avez quand même la permission, c'est un qui douche, mais qui existe, c'est de demander à un non-juif. On peut demander à un ok. non-juif d'ouvrir le frigo. Pourquoi? En général, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une lacha. Mais là, parce qu'en fait, ce que je lui demande, c'est pas d'allumer la lumière. Je lui demande d'ouvrir le frigo. En général, c'est déconnecté, c'est deux choses différentes. Ah oui, on veut pas profiter de la lumière, on veut prendre juste le manger. La Voilà, lumière, c'est une exactement. conséquence. Voilà, c'est une conséquence. Ça peut être psychréché à l'idée goy. Ça peut être ce principe. Et ça, on a le droit. Vous avez le droit de demander, vous avez une femme de ménage et tout, vous dites, ah, ouvre le frigo, s'il te plaît. Ça, c'est parfaitement permis. Ah, Ok, donc, et si c'est un enfant qui l'ouvre parce qu'il voudrait prendre une bouteille de lait le matin, alors nous, Euh, on en profite parce qu'on a oublié le houmous à l'intérieur du frigo, par exemple, ou hum, qu'on a oublié une ou deux salades et qu'on va hum, se dire, ben, je vais sortir tout ce dont j'ai besoin pour préparer pour ma journée. hum. Bon, alors, il y a deux étapes dans votre question. Hum. Un enfant, alors, le cas qui est permis, c'est de faire en sorte que l'enfant ouvre le frigo pour lui-même. Ben, c'est ça. Par exemple, vous lui dites, Oui, oui, oui. il y a un bon gâteau, il y a un Non, je millefeuille. lui ai rien dit, il a ouvert, et c'est vrai que ça m'est arrivé. Il a ouvert parce qu'il voulait prendre du lait et Alors, on c'est était permis. dans une maison en location, voilà. Voilà. Là, c'est permis. Ça, c'est permis. Et je vais ajouter un peu. Et si vous voyez qu'il traîne, etc., vous pouvez lui dire, tu sais, il y a du lait au frigo. Ah bon? Oui, vous pouvez lui dire, sachant que quand vous lui dites ça, vous lui dites pas, va prendre du lait au frigo. Vous l'informez. Et lui, de sa propre initiative, va faire ça pour lui. Et à ce moment-là, je pense, moi, à faire en Voilà, sorte de tout sortir, tout ce dont j'ai besoin voilà, absolument. Vous pouvez laisser pour la le. journée, quitte à les laisser à Absolument. la fenêtre. Voilà, exactement. et après, on peut refermer la porte? Comment est-ce qu'on fait quoi Non, avec Ah la oui, porte? non, ah non, ça non. Il faut. Ce que vous faites, c'est vous mettez une serviette pour l'empêcher qu'il se referme, ou bien, une fois que vous avez tout vidé,
vous dites au petit, s'il te plaît, remets le lait ou la truc au frigo, et puis forcément, le petit va le lâcher. Après, vous voyez? Ah, Vous voyez, d'accord. vous rusez pour que lui, il le fasse sans que vous lui demandez directement. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, c'est des cas exceptionnels, mais je vous concède que des fois, ça rend bien, bien service. Hein. Voilà. On oublie une chose essentielle du Shabbat en le frigo, on est bien content de pouvoir trouver ces solutions. Très bien. C'est Merci. bon? Mhm. Autre question. Gérard, je ne vous entends pas ce soir. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, bon, il se repose. J'écoute, j'écoute, Ah, j'écoute. là, mais il faut. Je note. Je prends des notes. Bon, c'est bien. Bon, mais il faut pas que écouter, hein, il faut participer. Hein, vous savez très bien. Voilà, Begoufo, Benishmato. N'oubliez pas, c'est Yud Shvat, hein, c'est semaine des Kashrut. Hein, on fait tout ce que le Rabbi nous demande, d'études, la prière, hein, Bon, Passat Marianot et tout ce qu'il nous demande. Voilà. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Voilà. Donc, après ces deux petites questions, on va reprendre donc le cycle des Melachot. Encore une fois, je sais bien que ce sont des Chazarot. Pour certains d'entre vous, ça, c'est des choses connues, mais bon, Hachem, le mot de Chachamim, en Bet Midrash velo Chidush. Il n'y a pas un Bet Midrash sans qu'il y ait une nouveauté. Si on la connaît, eh bon, on la connaît un peu mieux. Si on la connaît pas, bon, on a appris quelque chose. Il y a toujours des Chidush. Voilà, ce que je viens de dire, ça a l'air de rien, mais j'ai dit quelque chose de, pour madame, la question de madame, c'est que maintenant je lui ai enseigné que c'est possible, dans certains cas, d'utiliser un écumoire si on va prendre des éléments solides qui sont gros. C'est un beau Chidush, ça. Des fois, ça sert beaucoup. Des fois, on n'a pas de louche, c'est l'écumoire, c'est la seule. Et donc, c'est bien pratique de pouvoir étudier ce. Et mieux que ça, des fois, c'est pratique parce que je cherche la grosse pomme de terre ou le morceau de viande. Je suis bien content que l'écumoire ait fait son job, à savoir qu'il écume, ça veut dire que toute l'eau elle tombe et je me retrouve à l'intérieur de la viande. C'est bien pratique. En faisant attention, bien sûr, de ne pas ramasser les pois chiches avec, parce que les pois chiches, c'est petit et il y a 8 boréens. Voilà. Donc, je vous donne certains intérims auxquels il faut faire attention, mais qui servent. Il faut connaître à la quand c'est permis, c'est permis. Donc voilà, nous passons maintenant à une autre mélacha. Une fois qu'on a, on est parti à zéro, cultivé, etc. On a battu le blé, si vous vous rappelez, etc. Une fois qu'on a du blé, qu'est-ce qu'on en fait? On est tochen auto, pour le mot. Donc, moudre, qui est une nouvelle mélacha, tochen, trina, c'est interdit par la Torah. Donc, si on a une bonne idée, et bon, ça c'est le Hav Melacha. Le Hav Melacha, c'est faire de la farine. Donc, quelque chose, je fais de la farine, j'écrase quand on fait de la farine, ça s'appelle le Hav Melacha de Tochen. Mais la Gemara ajoute une halakha, Amechater Yarak Dagdak Chayav Mishum Tochen. Celui qui coupe une salade en petits morceaux, Dagdak, pas sous forme de farine, on n'a pas fait de la farine. Une salade coupée, des tomates, on coupe des carottes, on coupe des concombres, un petit peu d'ail, d'oignon, etc., etc. On fait une salade coupée, non, on aime bien ça, c'est frais, etc. Celui qui fait ça, qui coupe cette salade en petits morceaux au Shabbat, c'est interdit. Chayav Mishum Tochen. Vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire dak-dak, qu'est-ce que ça veut dire en petits morceaux. Et parce qu'ils me donnent une agdara, ils disent qu'il faut que les morceaux soient. L'interdiction commence quand c'est plus grand que l'épaisseur du petit doigt. Peut-être 8 mm, 9 mm, vous voyez. Donc, mais si vous faites des gros morceaux, il n'y a pas de problème. Si vous faites un petit morceau, il y a eu un problème. Cas archi classique, vous voulez ajouter de là de l'oignon, on coupe beaucoup de filles me disent, bon, bah, écoute, d'habitude, on prend de là de l'oignon, on coupe un petit morceau, on met sur les tomates, sur la salade. C'est pas coupé, c'est interdit. C'est une tolda de Torah. Tu as le droit de couper en petits morceaux. Couper en petits morceaux, c'est comme faire de la farine. C'est la même mission, la même interdiction. Donc, Shabbat, fais attention, pas couper en petits morceaux. Toute personne qui est amenée à faire des salades et tout, encore un exemple, vous aimez l'avocat écrasé. Écraser de l'avocat, c'est Torah. Il ne faut pas écraser. Tout à l'heure, je vais vous donner certaines permissions. Mais avant de parler des permissions, il faut d'abord prendre conscience, hein, assimiler que couper en petits morceaux, de manière générale, c'est interdit.
Donc, faire une salade comme ça de fruits écrasés, c'est problématique. Cependant, cette mlacha, elle a un côté pratique, c'est qu'elle a beaucoup d'exceptions. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelles sont les exceptions de cette mlacha de Tochen? La première, c'est que, contrairement à d'autres mlachot, qui sont shayachot, qui sont vrais, qui sont appliqués, quel que soit l'élément sur lequel on travaille, on fait la mlacha. Tochen, c'est à l'image de ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, l'interdiction de Tochen n'existe que dans tous les produits de la terre. Ça veut dire les légumes, les fruits et la terre elle-même. La terre elle-même. Si vous avez dans votre jardin, vous avez comme ça des fois de la boue qui s'est asséchée, on peut s'amuser en rentrant dans son jardin, on a un petit coup de pied à la boue et la pulvériser comme ça. Ça, c'est Tochen. C'est de la terre. La terre, ça existe Tochen dans la terre. Et ça existe aussi dans ce qui pousse dans le sol. En Tochen est là, Bikidou les karkas. Tochen, c'est dans ce qui pousse de la terre. Ça veut dire, bien sûr, la farine de blé, de céréales, ce que vous voulez, écraser un fruit, j'ai écrasé de la pomme, hein, écrasé de la poire, pour de la poire bien mûre, vous l'écrasez, ça c'est Tochen. La pomme, la poire, les légumes, il y a d'autres légumes qu'on a, la pomme de terre. Ouais. Une pomme de terre, vous écrasez la pomme de terre, sur les pommes de terre, ça s'appelle Tochen. Par contre, voilà, ok, intéressant. Par contre, ceux qui ne poussent pas de la terre ne rentrent pas dans l'interdiction de moudron. Comme ça, la Torah l'a décidé. Exemple. Je vais vous donner 3 exemples de choses qui ne poussent pas dans la terre. Les œufs, la viande ou le poisson. Non, le poisson. Ça pousse pas dans la terre. Donc, j'ai le droit de les écraser. Donc, si vous voulez faire des Juste, œufs, le champignon, est-ce que ça considéré dans la terre ou pas? c'est intéressant ce que vous dites là. Parce que les champignons, ça pousse effectivement sur des marmites, etc. Alors, pour les champignons, c'est pas considéré comme poser la terre, non. C'est pas poser la terre. Mais de toute façon, je vais vous donner des moyens de s'en sortir même quand ça pousse de la terre. J'y arrive. Alors, donc, on a le droit d'écraser des œufs, de mimosa, tout ça, on a le droit d'écraser. Écraser de l'œuf, il n'y a pas de problème. Faites attention après, mélanger avec de la mayonnaise, c'est une autre mlacha qu'on va étudier après, qui est lâche. Lâche, ça veut dire pétrir. Je ne parle que d'écraser pour l'instant. Vous avez écrasé, ajouter un petit peu de sel, une goutte d'huile, bon, faut manger les œufs comme ça pour l'instant. Du thon. Très souvent, on veut faire la mousse de thon. On écrase, je ne parle pas encore mousse de thon avec de la mayonnaise ou de l'huile et faire une boule. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle écraser le thon seulement. Écraser le thon, c'est permis. Le thon, c'est pas guidouler carca, ça ne pousse pas dans la terre. Donc, c'est permis. Autre cas, vous avez de la viande. Vous voulez couper des tout petits morceaux de viande pour les enfants. C'est parfaitement permis, donc, de couper la viande en petits morceaux. On peut le faire parce que ça ne pousse pas de la terre. Il n'y a aucune interdiction. Quand même bien pratique. Le 4e exemple, c'est le fromage. Je vais faire du fromage râpé. Je ne parle pas de râper avec une râpe. On verra qu'une râpe, c'est un problème, ça s'appelle l'oubdin des rôles, ça rappelle le rôle, on évite la râpe. Et vous avez un couteau, vous voulez couper du fromage en tout petits morceaux, c'est permis. Donc, viande, poisson, fromage, œuf, ça, c'est permis. Aucun problème de taupette. Maintenant, vous me dites, OK, très bien, je voudrais quand même écraser de l'avocat. Les enfants, ils aiment bien les pommes de terre écrasées. C'est bon, ils aiment ça. Est-ce qu'il y a un moyen d'écraser? Alors, cette lacha de Tochen, étonnamment, nos Chachamim ont permis de la faire
quand on a fait avec un chinouille rachouv, chinouille significatif. C'est rare, sachez que c'est rare. Pas dans toutes les mlachot, c'est dans la majorité de mlachot. Pas comme ça, je veux dire, par exemple, je veux allumer la lumière, j'allume avec le coude. Et non, c'est interdit. Bien que je le fais avec un chinouille. Mais cette marque d'écraser, eh bien, les chachamim, curieusement, ils ont permis de le faire. Ils ont estimé que c'est assez facile à faire. Et puis, c'est visible, c'est sensible qu'on le fait de manière inhabituelle. Et c'est permis. Alors, ce que vous devez faire, c'est écraser avec le manche de fourchette, couteau, cuillère. Le manche, je dis bien le manche. Parce que écraser avec les dents de la fourchette, c'est l'habitude. Mais prendre un ustensile comme ça, un couvert, par le couteau avec par la lame, ou la cuillère ou la fourchette par l'endroit utilisé habituellement, et vous écrasez avec taka de sakmez, avec le manche, c'est permis. Très intéressant. Chez nous, souvent des enfants, ils ont des pommes de terre comme ça, ils aiment bien. Eh bien, ils prennent leur fourchette, ils attrapent la fourchette par les dents et ils écrasent avec le manche. C'est permis. C'est comme ça. Donc, si vous aimez les choses écrasées, même les choses qui en soi tombent sous l'interdiction d'écraser, c'est permis. Ça, c'est donc le deuxième éther. Donc, premier éther, c'est tout ce qui pousse pas du sol, c'est permis, sans précaution. Ce qui pousse de la terre, il y a la permission d'écraser avec un chidou. Donc, c'est possible si vous aimez, encore une fois, de l'avocat, vous pouvez l'écraser. Vous avez un troisième éther intéressant. D'ailleurs, je vous pose la question, que pensez-vous j'ai des biscottes à la maison, et je veux écraser des biscottes pour saupoudrer une salade avec. Des biscottes, c'est fait avec du blé. Le blé, ça pousse dans la terre. Donc, il y a l'interdiction de Torah. Ai-je le droit d'en prendre une biscotte, un gâteau, un cracker, un gâteau, une challah qui a durci? Je voudrais écraser cette challah pour avoir voilà, de la farine de matzah. Écraser de la matzah. Est-ce que j'ai le droit? Normalement, non. C'est fait à base de blé. Le blé, ça pousse dans la terre, donc interdit d'écraser ça. Et bien la réponse, c'est non. C'est pas comme je viens de dire, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que les Chachamim nous expliquent, je vais dire la formule, ensuite on explique, En isur tochen, achar tochen. Il n'y a pas interdiction de moudre quelque chose qui a déjà été moulu et reconstitué. Une fois que ça a été moulu une fois, donc on a brisé la texture initiale de l'élément, du fruit, du légume ou du grain de céréales, et qu'on a reconstitué avec de l'huile ou toutes sortes de produits, le fait de le remettre à son état initial de farine n'est pas interdit. Ça s'appelle en tochen, c'est le troisième élément de permission dans cette melacha. Et donc, c'est très intéressant de savoir que si vous voulez écraser, certains ils aiment bien dans le bouillon mettre de la matzamil, ils n'ont pas de matzamil, là, ils coupent la matzah en tout petits morceaux, c'est permis. C'est permis parce que du gâteau, il y a des gâteaux comme ça, souvent on veut les mettre les émietter, c'est permis d'émietter du gâteau. Parce que c'est de la farine qui a été déjà écrasée, pulvérisée, et puis reconstituée en gâteau. Donc la remettre dans sa première état de farine est permis. Voilà donc l'ensemble des halachot qui ressortent de cette paracha de Tochen. Je vais finir avec, après je vais attendre vos questions, il nous reste un petit moment, quelques minutes. Cette paracha Tochen a entraîné des issourim, vraiment des gros issourim, des grosses interdictions. Autrefois, on faisait des médicaments, on faisait toutes sortes d'engans, de produits de la terre, on écrasait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui font de la médecine naturelle comme ça, qui vous écrasent toutes sortes de légumes, de fruits, etc. Ils font des médicaments, des vitamines, etc., etc. Donc, les Chachamim ont fait une xéra comme ça, qui est dure, qui est vraiment dure,
vous la connaissez, hein, c'est d'interdire de prendre des médicaments de peur qu'on soit amené à écraser des produits de la terre, etc., de fabriquer nous-mêmes le médicament. Bien que de nos jours, vous allez dire, personne ne fait ses propres médicaments, on les achète tout fait, etc. Certes, n'en reste pas moins que je crois dans vos tranches qu'on n'a pas le droit d'un médicament. Donc, je suis vraiment très désolé de vous dire que si vous avez un jour un mal de tête Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un Doliprane. Pas évident, hein, tout ça. Ah, vous allez me dire, oui, mais enfin, on voit bien des gens qui prennent des médicaments. Oui. Alors, les Chachamim ne tiennent pas à ce qu'on souffre. Donc, ils disent qu'une personne qui a un statut, peut statuer sur lui, qu'il est cholé, ce qu'on appelle cholé chez Enbo Sakana, un cholé, un vrai cholé, malade, mais sans danger, il a le droit. Qu'appelle-t-on un cholé chez Enbo Sakana? De manière générale, c'est cholé chez Nafal et Mishkav. Ça veut dire que c'est une personne qui est suffisamment malade pour s'aliter. Même que dans les faits, il peut ne pas s'aliter, il y a des gens qui ne s'alitent jamais. Mais c'est la Agdara, la définition de relais. Donc, une personne, j'ai parlé du mal de tête tout à l'heure, donc en général, on s'allonge pas pour un mal de tête. Maintenant, les postes qui me disent si on a une vraie, ce qu'on appelle une migraine, c'est évident que c'est un relais. La vraie migraine, la tête qui explose. On a le droit de prendre des médicaments pour ça. Une personne qui est en général sous antibiotiques, donc il y a une infection, etc., même qu'il est sur pied, bon, en général, c'est rameau. Donc, il peut prendre des médicaments. Quelqu'un qui a du diabète, ainsi de suite. Hein, on peut voir toutes les maladies. Donc, toutes les maladies qui peuvent nous amener, qui nous a déjà amené, ou qui peut nous amener à nous alité, on peut prendre un médicament. Sinon, on ne prend pas de médicament Shabbat. Je vous accorde que quelqu'un qui a un petit mal de tête qui lui gâche son plaisir shabbatique, je conçois que ce n'est pas évident, mais quand même, on peut pas prendre un médicament. Voilà. On a bouclé la boucle. Maintenant, j'attends vos questions sur Tochen, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Allez-y, à vous, messieurs, dames. Rav, si on met un gant, on pourrait par exemple écraser une pomme de terre à la main au lieu Non, de prendre le manche. non, 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 non. Surtout, madame, vous savez très très bien de nos jours, on met les gants par hygiène, mais c'est la manière habituelle d'écraser. C'est ce que je veux dire. Non, non. On ne va pas inventer des Ah, nouveaux c'est chinois. pas un chinouille de mettre un gant pour écraser à Non, la main. pas du Parce que tout, pas du tout. je le ferai pas dans la semaine. Oui, Pour oui, une pomme oui, de terre, oui, j'utiliserai. j'entends, madame, j'entends. Mais les Rahim ont dit que c'est seulement les Chinoïm que eux nous ont dit qui marchent parce que vous pensez bien que quand on vous voit écraser les pommes de terre avec les gants, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a une différence par rapport à l'habitude. Vous les travaillez normalement. C'est bon, on a mis des gants. Par contre, quand vous prenez les dents d'une fourchette et vous écrasez avec le manche, on voit manifestement que c'est un Chinois. Ok, Voilà. merci. Autre question, allez-y, messieurs. Excusez-moi, juste une chose. Quand on rentre de la choule et que les bougies, on allume à 4h30 et que les bougies elles sont éteintes quand on fait qui-douche, est-ce que c'est un problème ou c'est pas très grave? Parce que Shabbat, il rentre à 4h30, on rentre vers 7h15, 7h20, les bougies elles sont éteintes. Est-ce qu'il faut trouver des bougies plus longues ou est-ce que c'est un problème? Il faut vraiment voir la bougie quand on fait qui-douche. Bon, alors, je vais vous donner deux réponses. Première réponse, tâchez d'avoir des bougies qui soient allumées quand vous rentrez. Première chose. Maintenant, deuxième, vous demandez, bon, ok, d'accord. Maintenant, j'ai pas ces bougies. Est-ce que c'est bracha levatala? Est-ce que je suis quitte de la catérote? Alors là, la réponse, elle est que quand votre épouse a allumé à 4h30, si entre le moment où elle allume et le moment où elle s'éteigne, elle-même passe devant, en profite, donc c'est pas bracha levatala. Parce que mais c'est vrai que le Icar, normalement, de l'allumage, c'est pour profiter. Le profit essentiel, physique, shabbatique, c'est le repas. Donc, c'est une très, très bonne chose que je s'allume pendant le repas. Mais Bediavad, on les quitte si on a profité de ces bougies, on va dire la demi-heure ou l'heure qui a suivi l'allumage. Ok. Voilà. Autre question? C'est bon? Ah, pendant le kidouche, il y a un moment particulier, n'est-ce pas, où il faut regarder les bougies. Au moment où on fait Boré Père Geffen, la bracha de Boré Père Geffen. Très bien, Voilà. merci. Autre question? Bon. Shavuot Tov, merci beaucoup. Shavuot Tov. Hmm?
Je vous écoute. Votre question? Bon, alors écoutez, on va se souhaiter une bonne semaine, hein. On va se souhaiter beaucoup de bonnes choses à tous. On va souhaiter, bon, on vit avec l'actualité que je vous confie que la pieuvre iranienne soit exécutée, éliminée, qu'on arrive dans des périodes un peu plus sages, on va dire. Et l'essentiel, c'est ce que nous savons, c'est que la seule paix véritable, c'est la paix divine que nous amènera Mashiach très bientôt. Voilà. Donc, vivons intensément ces moments de Yushvat avec cette force Amen, amen. que le Rabbi nous a donné de vivre avec Mashiach. Rien à faire, hein, parce que quand on voit l'obscurité du monde, on voit tout ce qui se passe, on nous prend pour les messianiques, vous prenez pour qui? Bah oui, on voit que le monde avance, on voit que le monde avance. Que Israël maintenant soit vraiment aux yeux des nations, c'est inimaginable. Vous vous rendez compte que l'Iran, les Iraniens demandent l'aide d'Israël. C'est inimaginable. Imaginez un pays de 80 millions d'habitants qui prie à Israël de venir les aider. C'est pas shoot que c'est marqué dans le fromage, qui est marqué partout que à l'époque de Mashiach, ben, Israël il sera haut. Mais il faut qu'il soit haut à tous les niveaux, et le niveau essentiel, c'est Torah, c'est mitzvot, c'est tefila, c'est voilà. Et Ardout aussi, hein, faire que les derniers bastions têtus de la gauche, là, qui veulent pas encore se soumettre, que Dieu fasse que leur cœur se change et qu'ils viennent avec nous et qu'ils soient Ardout et qu'ils fassent Torah et mitzvot. Comme tous messieurs et mesdames. Hazak Kol Tov, merci beaucoup. Allez, quoi tout, quoi tout. Des bonnes nouvelles.